René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 23. Le temps changé en espace. Comme nous l'avons dit précédemment, le temps use en quelque sorte l'espace, par un effet de la puissance de contraction qu'il représente et qui tend à réduire de plus en plus l'expansion spatiale à laquelle elle s'oppose. Mais, dans cette action contre le principe antagoniste, le temps lui-même se déroule avec une vitesse toujours croissante, car, loin d'être homogène comme le supposent ceux qui ne l'envisagent qu'au seul point de vue quantitatif, il est au contraire qualifié, entre guillemets, d'une façon différente à chaque instant par les conditions cycliques de la manifestation à laquelle il appartient. Cette accélération devient plus apparente que jamais à notre époque, parce qu'elle s'exagère dans les dernières périodes du cycle, mais, en fait, elle existe constamment du commencement à la fin de celui-ci. On pourrait donc dire que le temps ne contracte pas seulement l'espace, mais qu'il se contracte aussi lui-même progressivement. Cette contraction s'exprime par la proportion décroissante des 4 yugas, avec tout ce qu'elle implique, y compris la diminution correspondante de la durée de la vie humaine. On dit parfois, sans doute sans en comprendre la véritable raison, qu'aujourd'hui les hommes vivent plus vite qu'autrefois. Et cela est littéralement vrai. La hâte, caractéristique que les modernes apportent en toute chose, n'est d'ailleurs, au fond, que la conséquence de l'impression qu'ils en éprouvent confusément. À son degré le plus extrême, la contraction du temps aboutirait à le réduire finalement à un instant unique, et alors la durée aurait véritablement cessé d'exister, car il est évident que, dans l'instant, il ne peut plus y avoir aucune succession. C'est ainsi que le temps dévorateur finit par se dévorer lui-même, tout entre guillemets, de sorte que, à la fin du monde, entre guillemets, c'est-à-dire à la limite même de la manifestation cyclique, il n'y a plus de temps, tout entre guillemets. Et c'est aussi pourquoi l'on dit que la mort est le dernier être qui mourra, tout entre guillemets. Car, là où il n'y a plus de succession d'aucune sorte, il n'y a plus de mort possible. Note de bas de page. Comme Yama est désigné d'autre part dans la tradition hindoue comme le premier mort, entre guillemets, et comme il est assimilé à la mort, entre guillemets, elle-même, mrityu, entre parenthèses, ou, si l'on préfère employer le langage de la tradition islamique, à l'ange de la mort, entre guillemets, on voit que, ici, comme sous beaucoup d'autres rapports, le premier entre guillemets et le dernier entre guillemets se rejoignent et s'identifient en quelque sorte dans la correspondance des deux extrémités du cycle. Retour au texte. Dès lors que la succession est arrêtée, ou que, en termes symboliques, la roue a cessé de tourner entre guillemets, tout ce qui existe ne peut être qu'en parfaite simultanéité. La succession se trouve donc en quelque sorte transmuée en simultanéité, ce qu'on peut encore exprimer en disant que le temps s'est changé en espace, entre guillemets. Note de bas de page. Wagner a écrit dans Parsifal, ouvrons les guillemets, ici, le temps se change en espace, fermons les guillemets, et cela en relation avec Monsalva, qui représente le centre du monde, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, nous reviendrons sur ce point un peu plus loin, fermons la parenthèse. Il est d'ailleurs peu probable qu'il en ait vraiment compris le sens profond, car il ne semble guère mériter la réputation d'ésotériste, entre guillemets, que certains lui ont faite. Tout ce qui se trouve de réellement ésotérique dans ses œuvres appartient en propre aux légendes, entre guillemets, qu'il a utilisées, et dont il n'a fait trop souvent qu'amoindrir le sens. Retour au texte. Ainsi, un retournement entre guillemets s'opère en dernier lieu contre le temps et au profit de l'espace, au moment même où le temps semble être achevé de dévorer l'espace. C'est au contraire l'espace qui absorbe le temps, et c'est là, pourrait-on dire, en se référant au sens cosmologique du symbolisme biblique, la revanche finale d'Abel sur Caïn. Une sorte de préfiguration entre guillemets de cette absorption du temps par l'espace, assurément fort inconsciente chez ses auteurs, se trouve dans les récentes théories physico-mathématiques qui traitent le complexe espace-temps entre guillemets, comme constituant un ensemble unique et indivisible.
On donne d'ailleurs le plus souvent de ces théories une interprétation inexacte, en disant qu'elles considèrent le temps comme une quatrième dimension entre guillemets de l'espace. Il serait plus juste de dire qu'elles regardent le temps comme comparable à une quatrième dimension entre guillemets, en ce sens que, dans les équations du mouvement, il joue le rôle d'une quatrième coordonnée s'adjoignant aux trois coordonnées qui représentent les trois dimensions de l'espace. Il est d'ailleurs bon de remarquer que ceci correspond à la représentation géométrique du temps sous une forme rectiligne, dont nous avons signalé précédemment l'insuffisance, et il ne peut pas en être autrement, en raison du caractère purement quantitatif des théories dont il s'agit. Mais ce que nous venons de dire, tout en rectifiant jusqu'à un certain point l'interprétation vulgarisée entre guillemets, est pourtant encore inexact. En réalité, ce qui joue le rôle d'une quatrième coordonnée n'est pas le temps, mais ce que les mathématiciens appellent le temps imaginaire, entre guillemets. Et cette expression, qui n'est en elle-même qu'une singularité de langage provenant de l'emploi d'une notation toute conventionnelle, entre guillemets, prend ici une signification assez inattendue. En effet, dire que le temps doit devenir imaginaire, entre guillemets, pour être assimilable à une quatrième dimension, entre guillemets, de l'espace, ce n'est pas autre chose, au fond, que de dire qu'il faut pour cela qu'il cesse d'exister réellement comme tel, c'est-à-dire que la transmutation du temps en espace n'est proprement réalisable qu'à la fin du monde, entre guillemets. Note de bas de page. En d'autres termes, les trois coordonnées d'espace étant x, y, z, la quatrième coordonnée est, non pas t qui désigne le temps, mais l'expression t racine de moins 1. Deuxième note de bas de page. Il est à remarquer que, si l'on parle communément de la fin du monde entre guillemets comme étant la fin du temps entre guillemets, on n'en parle jamais comme de la fin de l'espace entre guillemets. Cette observation, qui pourrait sembler insignifiante à ceux qui ne voient les choses que superficiellement, n'en est pas moins très significative en réalité. Retour au texte. On pourrait conclure de là qu'il est parfaitement inutile de chercher ce que peut être une quatrième dimension entre guillemets de l'espace dans les conditions du monde actuel. Ce qui a tout au moins l'avantage de couper court à toutes les divagations néo-spiritualistes entre guillemets dont nous avons dit quelques mots plus haut. Mais faut-il aussi en conclure que l'absorption du temps par l'espace doit se traduire effectivement par l'adjonction à celui-ci d'une dimension supplémentaire, ou n'est-ce là encore qu'une façon de parler entre guillemets ? Tout ce qu'il est possible de dire à cet égard, c'est que, la tendance expansive de l'espace n'étant plus contrariée et restreinte par l'action de la tendance compressive du temps, l'espace doit naturellement en recevoir, d'une façon ou d'une autre, une dilatation portant en quelque sorte son indéfinité à une puissance supérieure. Mais il va de soi qu'il s'agit là de quelque chose qui ne saurait être représenté par aucune image empruntée au monde, au domaine corporel. Note de bas de page. Sur les puissances successives de l'indéfini, voir le symbolisme de la croix, chapitre 12. Retour au texte. En effet, le temps étant une des conditions déterminantes de l'existence corporelle, il est évident que, dès qu'il est supprimé, on est par là même hors de ce monde. On est alors dans ce que nous avons appelé ailleurs un prolongement entre guillemets extracorporel, de ce même état d'existence individuelle, dont le monde corporel ne représente qu'une simple modalité, et cela montre d'ailleurs que la fin de ce monde corporel n'est nullement la fin de cet état envisagé dans son intégralité. Il faut même aller plus loin. La fin d'un cycle, tel que celui de l'humanité actuelle, n'est véritablement la fin du monde corporel lui-même qu'en un certain sens relatif, et seulement par rapport aux possibilités qui, étant incluses dans ce cycle, ont alors achevé leur développement en mode corporel. Mais, en réalité, le monde corporel n'est pas anéanti, mais transmué, entre guillemets, et il reçoit aussitôt une nouvelle existence, puisque, au-delà du point d'arrêt, correspondant à cet instant unique où le temps n'est plus, la roue recommence à tourner, entre guillemets, pour le parcours d'un autre cycle. Une autre conséquence importante à tirer de ces considérations, c'est que la fin du cycle est intemporelle, entre guillemets, aussi bien que son commencement, ce qui est d'ailleurs exigé par la rigoureuse correspondance analogique qui existe entre ces deux termes extrêmes. Et c'est ainsi que cette fin est effectivement pour l'humanité de ce cycle la restauration de l'état primordial, entre guillemets, ce qu'indique d'autre part
la relation symbolique de la Jérusalem céleste entre guillemets avec le paradis terrestre entre guillemets. C'est aussi le retour au centre du monde entre guillemets, qui est manifesté extérieurement aux deux extrémités du cycle, sous les formes respectives du paradis terrestre entre guillemets et de la Jérusalem céleste entre guillemets, avec l'arbre axial entre guillemets, s'élevant également au milieu de l'un et de l'autre. Dans tout l'intervalle, c'est-à-dire dans le parcours même du cycle, ce centre est au contraire caché, et il l'est même de plus en plus parce que l'humanité est allée en s'éloignant graduellement, ce qui est, au fond, le véritable sens de la chute. Cet éloignement n'est d'ailleurs qu'une autre représentation de la marche descendante du cycle, car le centre d'un état tel que le nôtre, étant le point de communication directe avec les états supérieurs, est en même temps le pôle essentiel de l'existence dans cet état. Aller de l'essence vers la substance, c'est donc aller du centre vers la circonférence, de l'intérieur vers l'extérieur, et aussi, comme la représentation géométrique le montre clairement dans ce cas, de l'unité vers la multiplicité. Note de bas de page. On peut encore déduire de là une autre signification du renversement des pôles entre guillemets, puisque la marche du monde manifesté vers son pôle substantiel aboutit finalement à un retournement qui le ramène, par une transmutation entre guillemets instantanée, à son pôle essentiel. Ajoutons que, en raison de cette instantanéité, il ne peut y avoir, contrairement à certaines conceptions erronées du mouvement cyclique, aucune remontée entre guillemets d'ordre extérieur succédant à la descente entre guillemets, la marche de la manifestation comme telle étant toujours descendante du commencement à la fin. Retour au texte. Les pardes, en tant que centre du monde entre guillemets, est, suivant le sens premier de son équivalent sanskrit paradesha, la région suprême entre guillemets, mais il est aussi, suivant une acception ordinaire du même mot, la région lointaine entre guillemets, depuis que, par la marche du processus cyclique, il est devenu effectivement inaccessible à l'humanité ordinaire. Il est en effet, en apparence tout au moins, ce qu'il y a de plus éloigné, étant situé à la fin du monde entre guillemets, au double sens spatial, ouvrons la parenthèse, le sommet de la montagne du paradis terrestre entre guillemets, touchant à la sphère lunaire, fermons la parenthèse, et temporel, ouvrons la parenthèse, la Jérusalem céleste entre guillemets, descendant sur la terre à la fin du cycle, fermons la parenthèse. Cependant, il est toujours, en réalité, ce qu'il y a de plus proche, puisqu'il n'a jamais cessé d'être au centre de toute chose, et ceci marque le rapport inverse du point de vue extérieur entre guillemets et du point de vue intérieur entre guillemets. Note de bas de page. C'est le regnum Dei intra vos est entre guillemets de l'Évangile. Retour au texte. Seulement, pour que cette proximité puisse être réalisée en fait, il faut nécessairement que la condition temporelle soit supprimée, puisque c'est le déroulement même du temps, conformément aux lois de la manifestation, qui a amené l'éloignement apparent, et que, d'ailleurs, le temps, par la définition même de la succession, ne peut pas remonter son cours. L'affranchissement de cette condition est toujours possible pour certains êtres en particulier, mais, pour ce qui est de l'humanité, ou plus exactement d'une humanité entre parenthèses, prise dans son ensemble, il implique évidemment que celle-ci a entièrement parcouru le cycle de sa manifestation corporelle, et ce n'est qu'alors qu'elle peut, avec tout l'ensemble du milieu terrestre qui dépend d'elle et participe à la même marche cyclique, être réintégrée véritablement dans l'état primordial entre guillemets, ou, ce qui est la même chose, au centre du monde entre guillemets. C'est dans ce centre que le temps se change en espace entre guillemets, parce que c'est là qu'est le reflet direct, dans notre état d'existence, de l'éternité principielle, ce qui exclut toute succession. Aussi, la mort ne peut-elle y atteindre, et c'est donc proprement aussi le séjour d'immortalité entre guillemets, toutes choses y apparaissent en parfaite simultanéité dans un immuable présent, par le pouvoir du troisième œil entre guillemets, avec lequel l'homme a recouvré le sens de l'éternité entre guillemets. Note de bas de page. Sur le séjour d'immortalité entre guillemets et sa correspondance dans l'être humain, voir le roi du monde, page 87 à 89. Deuxième note de bas de page, sur le symbolisme du troisième œil entre guillemets, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, page 203,
est le roi du monde, page 52-53.